Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. L'Église du Christ au Congo, ECC, décide de la rupture avec les 6 autres confessions religieuses signataires du procès verbal validant la candidature du président et d'un membre de la plénière de la centrale électorale. Autre détail dans ces papiers commentaires de Nadine Tchotchugumbo. L'entérinement, l'investiture ainsi que la prestation de serment de Denis Kadima et son équipe à la tête de la centrale électorale ne cessent de susciter les remous. À cet effet, l'Église du Christ au Congo décide d'en découdre avec les 6 autres confessions religieuses signataires du procès verbal validant la candidature du président et d'un membre de la plénière pour le compte de la plateforme des confessions religieuses. En substance, c'est que renseignent les résolutions de la 58e réunion extraordinaire de l'ECC tenue du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021 à la cathédrale du premier centenaire protestant axé sous le thème « L'Église du Christ au Congo, sentinelle en République démocratique du Congo » en perspective d'examiner la position de l'Église face aux enjeux de l'heure. Menace contre les cardinals. Fridolin Ambongo suite à la désignation de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Les politiques ont fait attendre leur voix quant à ceux pour René Bonganga, président de Bembiste. La République démocratique du Congo est un pays démocratique. Le cardinal Ambongo est libre de ses opinions. Chims Chimpa, président de l'UDPS Île-de-France, par contre, exhorte le prélat catholique à être l'église au milieu du village. Ils se sont exprimés au micro de Nadine Tchotchugumbo, encore une fois de plus. Le président national des Bembistes, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, dénonce avec la dernière énergie les menaces dont font l'objet le cardinal Ambongo. Pour René Bonganga, la RDC est un pays démocratique. Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Étant quelqu'un ou bien ressortissant de l'Équateur, je suis tellement révolté parce que nous connaissons très bien ici que pendant 32 ans de Mobutu, nous avions connu un cardinal qui était Luba. Mais il n'était pas d'accord avec la manière dont Mobutu dirigeait le pays. Mais le cardinal Malula, en aucun cas, n'était pas victime des attaques ou des menaces qui venaient du tribunal de Mobutu, et ni même de son parti impair. Pourquoi aujourd'hui comme ça? Je peux prendre un exemple récent. La même position que cardinal Ambongo et révérend Bokundoa, aujourd'hui c'est la même position qu'il a affichée vis-à-vis de Rosa Malonda. Et cité Ambongo, et cité Bokundoa. Et pourquoi nos frères sont en première ligne pour faire ça? Nous dénonçons ça avec force. Nous dénonçons ça avec force. Je pense que les autorités devraient voir clair sur cette histoire. Puisque nous sommes dans un pays démocratique, chacun est libre de son opinion. De son côté, Chims Chimba, président de l'UDPS Île-de-France, exhorte les prélats catholiques à demeurer l'église au milieu du village. Nous étonnons quand même de constater que même l'église catholique, qui devait rester neutre, arbitre, qui devait revêtir son caractère sacré, l'église n'est plus sanctuarisée. Et en même temps, moi je suis étonné par rapport aux déclarations du prélat catholique Monseigneur Ambongo, qui se dit être en danger par rapport aux membres de l'UDPS. Ça, c'est vraiment caché sur la mémoire de nos pères fondateurs et de ne pas respecter Dieu. Nous exhortons les prélats à redevenir l'église au milieu du village. Interrogé sur deux voix qui s'opposent à l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale indépendante CENI, le président du parti politique Orange Fiyou Ndondo Boni estime que la question électorale est l'un des points déjà réglés. Le caprice des uns et des autres n'engage pas la République. Il est au micro de Gisèle Olivier Toko. Face aux voix qui s'élèvent contre l'investiture de Denis Kadima et son équipe à la tête de la CENI, Fiyou Ndondo Boni, président national du parti politique Orange, estime qu'il ne faut pas que la République bloque à cause des humeurs et des caprices des uns et des autres. La question électorale est l'un des points
qui est déjà réglé. Le chef de l'État a pris ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, personne ne peut me dire, en cas de non-organisation des élections, qui acceptera de porter cette responsabilité. Est-ce l'opposition? Est-ce les confessions religieuses? Personne. Donc, dans 2 ans, il devra y avoir les élections dans ce pays. Le chef de l'État a la responsabilité de rendre des comptes à la population sur les questions électorales par rapport à son organisation, sur les questions sécuritaires à l'Est, sur le social du Congolais et sur d'autres points qu'il a personnellement pris les engagements, dont il a pris les engagements avec la population. Donc, la question électorale, c'est un des points qui est réglé. Il reste d'autres questions qui devront être réglées d'ici 2023 et je pense que le chef de l'État n'est en train que de jouer son rôle. Le caprice des uns et des autres par rapport à leurs humeurs, par rapport à leur comportement, par rapport à leurs conflits personnels n'engage pas la République. Et le chef de l'État a vu, l'Assemblée nationale a fait son rapport, avec tous les soubassements, il a vérifié les questions juridiques par rapport à cette question, il a trouvé avec son équipe que cela était valable, il a signé. Et on avance. La contestation des élections est liée à la manière dont les choses pourraient être bâclées. Mais le choix par rapport à la compétence de la personne qui est président aujourd'hui a été fait par qui? Par l'ensemble des confessions religieuses. Il est vrai, par rapport à l'envoi du nom, il y a 6 personnes qui ont signé et 2 n'ont pas signé. Mais quand il fallait faire la classification par rapport à la performance, ils étaient tous ensemble. Tout le monde est d'accord que M. Kadima a la performance qu'il faut pour gérer la CENI. Mais il y a d'autres questions qui se sont présentées, qui sont d'ordre non concrètes. Ce sont des questions liées à la corruption, liées, je ne sais pas, à d'autres problématiques. Mais au moins, qui peut justifier cette question de la corruption? Qui peut le justifier? Lié à la proximité des provinces. Qui peut dire aujourd'hui, parce qu'on est de la même province ou pas, ça peut justifier l'efficacité de l'action d'une personne? Tout ça, ce sont des raisons qui ne tiennent pas, c'est abstrait. L'Église devrait jouer son rôle. Et déjà, c'est une honte pour l'Église de se retrouver avec une image de la division, parce que la division, c'est un produit de la chair. Et puis, quel est le but de la mise en place du bloc patriotique? En tout cas, Bob Bolamboa, président du RPDR, apporte l'éclairage et contredit ceux qui estiment qu'il s'agit d'une alliance Lamuka, Fayulu, FCC, Joseph Kabila, Kabangé. Il n'en est nullement question, dit-il. Suivez-le au micro de Gisèle Olivier Toko. Ne veut pas de cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. L'Union sacrée veut nous imposer, il veut nous imposer cette loi en entérinant justement la nomination de Kadima. Nous, de Lamuka, on ne va pas se laisser faire. Raison pour laquelle Martin Fayulu Madidi avait lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays qui veulent se battre contre le véhicule dictatorial de l'Union sacrée, qui veulent arrêter cette histoire de la CENI, cette histoire du bureau qui prépare déjà la fraude en 2023. Lorsqu'il a lancé son appel, il y a beaucoup de forces qui sont arrivées, y compris les FCC, Joseph Kabila, sans compter l'ensemble de Moïse Katumbi, le catholique, le protestant, toutes les forces politiques et sociales ont répondu à l'appel justement de notre camarade, le président Martin Fayulu. À partir de ces moments-là, on a mis en place un bloc patriotique pour mener ce combat-là. Le bloc n'a rien à voir d'une plateforme. Ce n'est pas une plateforme de gouvernement. On ne veut pas gouverner avec l'FCC comme l'UDPS veut le faire croire aux gens. C'est juste comment dire, une alliance de circonstances. C'est une alliance tactique. Une fois qu'on aura obtenu, on aura atteint l'objectif qui est justement la mise à côté de cette loi. L'objectif qui est la suppression du RAM, on mettrait immédiatement fin à ce bloc patriotique. Donc chacun reviendra, comment dirais-je, dans son combat du départ. L'FCC rentrera dans son camp, Lamuka dans son camp, Moïse Katumbi dans son camp, le protestant et justement les catholiques dans leur camp. Et toutes les forces qui nous ont rejoints, chacun rentrera dans son camp. Donc le bloc patriotique, ce n'est pas une alliance pour gouverner, comme le FCC avait gouverné avec l'UDPS. Ce n'est pas ça. Donc on n'a rien politiquement à voir avec Joseph Kabila, mais nous sommes dans une alliance
tactique, parce qu'on veut arrêter justement le vérité dictatorial de l'Union sacrée avec son président Félix Tshilombo. Tout à fait autre chose. À présent, les gérants de la société sud-africaine Africom, Christopher Globert, l'un des prévenus du procès Bukanga-Lonzo, a été arrêté la nuit de mercredi à l'aéroport international d'Ndjili alors qu'il voulait fuir sous une fausse identité. Suivez. Il est l'un des prévenus dans le procès Bukanga-Lonzo. Christopher Globert, gérant de la société sud-africaine Africom, a été arrêté la nuit de ce mercredi 27 octobre 2021 par le service de sécurité à l'aéroport de Ndjili alors qu'il voulait fuir sous une fausse identité. Et pourtant, se charger de la mise en place de ce vaste projet de parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo qui a causé la perte de plus de 200 millions de dollars américains d'après le rapport de l'IGF, était présent dans la première audience de ce procès le lundi 25 octobre 2021 aux côtés de ses co-prévenus, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et l'ancien ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. L'affaire avait été renvoyée au 8 novembre prochain pour lui permettre d'avoir un interprète. Christopher Globert, qui en croire son conseil, avait pourtant affiché sa collaboration avec la justice en répondant lui-même à la citation d'un prévenu. Alors, pourquoi voudrait-il quitter clandestinement le pays ? Étant donné que renseigne une source de la Direction générale de migration, les gérants de la société sud-africaine Africom n'étaient pas autorisés à quitter le pays. Notez que tous les prévenus dans l'affaire Bukanga-Lonzo sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Et puis sachez que les membres du comité permanent des préventions de la torture, Commission nationale des droits de l'homme CNDH-RDC sont depuis ce jeudi 28 octobre 2021 en atelier de formation sur les instruments de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Autre détail avec Dadi Kusaka. Cet atelier sur les instruments de lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, organisé par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH à l'intention de membres du comité permanent de prévention de la torture CNDH-RDC, ici en la salle Saint-Pierre-Claver à Gombe, a pour objectif majeur de permettre aux participants de capitaliser les connaissances sur les enquêtes et l'identification des victimes. Maître Mwamba Mouchikonke Mwamous est président de la CNDH. La formation d'aujourd'hui est destinée aux 10 personnes en envie de capitaliser les connaissances sur les enquêtes, l'identification des victimes de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette formation sera suivie par un monitoring des lieux de détention. Le travail à accomplir sur terrain est énorme. C'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme a besoin des uns et des autres pour l'effectivité du mécanisme national de prévention de la torture voulu indépendant. Les 10 participants bénéficieront de cette formation organisée par RCN Justice et Démocratie. À leur tour, ils seront invités à former d'autres personnes au sein de la CNDH, du mécanisme et des organisations de la société civile, ainsi qu'auprès des institutions publiques et privées, en vue de rencontrer les attentes de la population. D'un atelier à un autre, Maître Mwamba Mouchikonke Mwamous a également donné le go ce jeudi 27 octobre à l'hôtel Béatrice de l'atelier de formation de membres de lutte contre la corruption axé sur le thème lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Le gouverneur du Sankourou, Joseph Stéphane Moukoumadi, a été destitué de ses fonctions ce jeudi 28 octobre 2021 à l'issue de la plénière à l'organe délibérant. 14 députés ayant siégé ont voté pour la motion de défiance lui adressée pour notamment un détournement de biens et sabotage politique. C'est à l'issue de la plénière de ce jeudi 28 octobre 2021 à l'organe délibérant du Sankourou
consacré au vote de la motion de défiance signée par 10 députés provinciaux, lui adressée pour sabotage politique, destruction méchante et détournement de biens, que le gouverneur de cette province, Joseph Stéphane Mokoumadi, a été destitué de son poste. En effet, les 14 députés ayant siégé ont tous voté pour la motion. Ainsi, Joseph Stéphane Mokoumadi, gouverneur déchu, devra déposer dans 24 heures sa démission auprès du chef de l'État. À défaut de le faire, la démission est d'office. Parlons à présent de ces rapports de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces concernées en République démocratique du Congo. En tout cas, cette décision émane du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur qui a saisi la CENI à cet effet. Nadine Tchochigombo. Le gouvernement congolais a saisi la CENI pour décaler de 30 jours l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 13 provinces, entre autres les Bazouélé, les Olomami, le Maïndombe, le Maniema, la Mongala, le Kwango, le Tanganyika et la Chopo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a saisi le président de la Commission électorale nationale indépendante pour lui demander de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Dans sa correspondance, Daniel Asselo justifie ce réaménagement par des raisons administratives. Notez que pour Kinshasa et les Kwango, l'élection va concerner le poste de vice-gouverneur. À l'Ituri, cette élection interviendra après l'état de siège. La ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a reçu en audience une délégation de la société Africa Union Development conduite par Théophile Bodoana, l'administrateur gérant de cette entreprise congolaise spécialisée dans l'accompagnement de projets de partenaires publics-privés. Nancy, les canons en parlent. Une délégation de la compagnie Africa Union Development avec à sa tête Théophile Badoana, administrateur gérant de cette entreprise congolaise spécialisée dans l'accompagnement des projets de partenariat public-privé, a été reçu en audience par la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Selon Théophile Badoana, son entreprise propose au ministère de la Justice un accompagnement dans la transformation numérique de cette institution. Nous proposons un accompagnement au ministère de la Justice de manière à ce que cela puisse être effectif et de manière à ce que, par exemple, quelqu'un qui est coupable d'un crime dans un coin comme Boende ou dans un coin comme Kasumbalesa, qu'il puisse être interpellé à Kindu, Goma ou à Kinshasa, tout simplement parce que nous proposons de mettre en place un maillage complet du territoire permettant au ministère de la Justice de faire véritablement son travail. Nous avons conscience des défis majeurs qui se présentent dans l'élaboration et la mise en place d'un tel projet. C'est pour ça que notre groupe a pris le pari en fait de pouvoir disposer de plusieurs transpondeurs auprès de plusieurs opérateurs satellites, ce qui nous permet en fait de pouvoir être présent où aucun opérateur télécom n'est présent aujourd'hui. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, envisagerait à mettre sur pied une commission afin d'étudier tous les contours du projet pour que l'État congolais se retrouve. Tout en restant favorable à cette proposition, la ministre Rose Mutombo a déclaré que ce partenariat doit être gagnant-gagnant. En santé, lancement c'est jeudi 28 octobre 2021 par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention des journées de sensibilisation des députés nationaux et sénateurs sur la pandémie de Covid-19, une initiative du programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF. L'occasion était donnée au docteur Albert Mouyaya de l'OMS qui a été victime de cette maladie, de procéder à la sensibilisation, à la vaccination contre ces fléaux qui a dévasté plusieurs nations à travers le monde. Nancy Leka, encore une fois de plus.
C'est parti ce jeudi 28 octobre en la salle des spectacles du Palais du Peuple avec le lancement des journées de sensibilisation des députés nationaux et sénateurs sur la pandémie de Covid-19 en RDC, initiée par le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF, lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. Prenons la parole lors de ces assises. Vital Baniwesize, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a appelé les élus du peuple à s'approprier cette sensibilisation, d'autant plus que la Covid-19 est une maladie non curative. Seul le vaccin et le médicament préconisé. Au niveau mondial, jusqu'à ce jour, on en est à 38% de personnes vaccinées à travers le monde. Mais en RDC, notre pays, nous sommes à moins 5%. Nous sommes à 0,0, donc on n'est même pas à 1%. C'est là pourquoi, à cause de la résistance de la population par rapport au vaccin. Dans son allocution, Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a dressé un état des lieux de ces virus en RDC, tout en appelant les députés et sénateurs à être acteurs de la sensibilisation et vecteurs de la bonne information. Honorables députés et sénateurs, vous sollicitez votre engagement en tant qu'acteurs de la sensibilisation et vecteurs de la bonne information auprès de vos électeurs dont la bonne santé constitue assurément l'une de vos préoccupations les plus éminentes. Puisqu'en toute chose, il faut prêcher par l'exemple, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai inscrit le programme élargi de la vaccination de placer un site de vaccination permanent au Palais du Peuple qui va fonctionner pendant 10 jours au minimum pour permettre aux honorables députés et sénateurs ainsi qu'à tout le personnel du Parlement d'accéder facilement au vaccin de leur choix. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Dr Albert Mouya de l'OMS, une des victimes guéries de Covid-19, a également sensibilisé sur les dangers de la Covid-19 et les avantages que présente le vaccin anti-Covid-19. C'est là dans le but d'inviter un grand nombre de personnes à adhérer à l'opération vaccinale anti-Covid-19. Plusieurs honorables ont profité de l'occasion pour se faire vacciner. Et puis, quelques élus nationaux présents au lancement de ces journées de sensibilisation sur la Covid-19 n'ont pas manqué de donner les raisons qui les ont motivés à se lancer dans la sensibilisation contre ces fléaux mortels. Suivez-les au micro de Nancy Ileka et Héritier Toubilane. De cette campagne de vaccination contre la Covid-19 et comme vous avez suivi, les honorables députés ont posé au nom de la population différentes questions sur les tenants et les aboutissants de cette vaccination. Je pense que nous avons eu les réponses qu'il fallait et il nous appartient à nous maintenant de recevoir d'abord ces vaccins et aussi, fort de l'expérience que nous aurons, si nous allons survivre à la vaccination, je pense que nous serons les personnes les mieux indiquées pour convaincre la population à aller se faire vacciner pour se protéger contre les éventuelles agressions de la Covid. La Covid-19 a tué plus d'1 million d'Équinois et d'Équinoises. Et donc, se faire vacciner, c'est une façon de protéger les autres, mais c'est aussi une façon de booster son immunité. Et donc, cette symbolique, moi j'ai prévu de me faire vacciner en présence des mamans maraîchères et dans les endroits les plus loin possible où le vaccin peut-être aura du mal à accéder. Je vais demander à l'équipe de la vaccination qu'on y aille et c'est là qu'on va me faire vacciner. Donc j'appelle toutes les femmes, surtout les vendeuses dans les marchés et toutes les femmes, parce qu'elles sont éducatrices, à se faire vacciner aussi. Cette histoire, cette maladie nous concerne et concerne toute la communauté.
Et puis pour boucler complètement cette édition du journal, sachez que désormais pour être admis à la faculté de médecine dans les universités publiques et privées en République démocratique du Congo, il faudrait avoir 70% aux examens d'État. Ainsi en a décidé l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rendu public le mercredi 28 octobre 2021. Suivez. Désormais, l'admission aux études de médecine dans les universités publiques et privées de la RDC est réservée aux diplômés ayant obtenu au minimum 70% aux examens d'État. Ainsi en a décidé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers un arrêté rendu public le mercredi 28 octobre 2021. En effet, nul ne peut être inscrit en première année de graduat, première licence, LMD en faculté de médecine s'il n'y réussit pas au concours d'admission organisé au sein de l'université. Le concours d'admission vérifie si le candidat à l'admission dispose le prérequis nécessaire à la poursuite avec succès des études supérieures et universitaires en faculté de médecine et met à compétition les places assises disponibles afin de retenir objectivement le candidat classé. L'établissement organisant la filière médecine ne peut recruter en première année de graduats et première licence LMD par rapport au quota d'inscription lui réservé à travers l'inscription académique de l'année. Notez que cet arrêté s'inspire des résolutions des États généraux de l'USU, du 10 au 14 septembre de l'année en cours. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.